La vidéo précédente s'est donc terminée sur cette notion. On va maintenant se demander comment se forme un magma dans une zone de subduction. Donc, quelle est l'origine du magma? Eh bien, il s'agit d'une fusion partielle du manteau. Vous avez ici un graphique qui nous donne le pendage des différents plans de subduction ou plans de Benioff. On constate que les plans de Benioff ont une géométrie différente. Par exemple, au Pérou, le pendage est faible, puis devient très fort en profondeur, presque vertical. D'autres sont, comme au Japon, sont assez réguliers avec un pendage assez fort au départ, mais régulier jusqu'au bout. On a différentes géométries, mais toutefois, la fusion, c'est-à-dire ce qui est à l'aplomb de l'axe volcanique, se réalise toujours à proximité de 100 km de profondeur. Pourquoi? Eh bien, on a fait des études expérimentales pour construire ce type de diagramme. On a ici une droite qui s'appelle le solidus. Elle sépare un domaine où on se côtoie solide plus liquide, donc une partie du magma a fondu, d'un domaine totalement solide de ce côté. Alors, si on envisage une profondeur de 100 km, on obtient une température de fusion, et encore j'aurais dû prolonger cette droite et aller encore plus loin, supérieure à 1400 degrés, ce qui n'existe pas dans une zone de subduction qui est une zone anormalement froide, vous le savez depuis la première, et donc la fusion, même partielle, n'est pas possible avec ce solidus sec. Il faut donc envisager que la roche qui fond, c'est-à-dire la péridotite du manteau, est hydratée. Dans ce cas, le solidus hydraté a une allure différente et surtout fortement décalé vers la gauche. Dans ce cas, toujours à une profondeur de 100 km, il peut y avoir fusion aux alentours de 1000 degrés. On verra que ça peut même être un peu moins. La définition de la fusion partielle que vous copiez à partir du site. Le rôle fondant de l'eau maintenant en grand B. Vous avez sur ce schéma des éléments que l'on a vus auparavant, à savoir qu'au niveau d'une dorsale se met en place une jeune croûte océanique avec donc pour les gabbros du plagioclase et du pyroxène qui sont des minéraux qui ne contiennent pas d'hydrogène et d'oxygène, donc qui sont anhydres, sans eau. Et puis au fur et à mesure qu'il y a déplacement, c'est-à-dire accrétion océanique, expansion au niveau de la dorsale, les roches de cette croûte océanique sont au contact de l'océan et donc vont se charger en eau. D'où des transformations minérales que nous avons vues en traçant des chemins pression, température, temps, qui sont ici des formations de métagabbros du faciès schiste vert, c'est-à-dire contenant de l'actinote et ou de la chlorite. Ces minéraux contiennent de l'eau, ce sont des minéraux que l'on dit hydroxylés, et ces roches vont ensuite entrer en subduction. Alors quand ils entrent en subduction, ils ne sont plus au contact de l'eau, donc ils ne peuvent plus s'hydrater, mais par contre, comme une éponge gorgée d'eau, ils vont, sous l'effet de la pression qui augmente avec la profondeur, se déshydrater, se libérer de leur eau. Donc on a ici ces flèches qui indiquent une libération d'eau qui va pouvoir aller hydrater le manteau lithosphérique. Le rôle fondant de l'eau, on le trouve ici. Alors les roches du faciès schiste bleu vont libérer un peu d'eau. Les roches du faciès éclogite sont des roches anhydres. Donc elles libèrent la totalité des ions H+ et OH- qu'elles contiennent. Et donc on a une déshydratation, d'où une hydratation du manteau lithosphérique. Mais on sait que la fusion se fait au-delà de 1000 degrés. Donc ces roches vont descendre parce qu'elles sont plus alourdies par cette eau et vont se retrouver en dessous de l'isotherme 1000 degrés et vont pouvoir fondre.
Ce graphique expérimental montre qu'en fonction de l'hydratation du magma, ici entre 0 et 1% environ, plus le magma est hydraté, plus ils fond à une température faible. On ne peut pas toutefois aller en dessous de 750 degrés pour faire fondre de la péridotite. Ce qui amène à la notion 22. Et à la nouvelle question, comment le magma d'une zone de subduction provoque-t-il la formation de nouvelles croûtes continentales? Ce qui amène au grand 3, création de croûtes continentales. Eh bien, on a largement parlé des roches éruptives. Dans le C'est pas sorcier, vous avez vu comment se faisait la remontée du magma. En effet, Jamie nous explique cela par une modélisation. On a donc la plaque océanique qui plonge. La plaque continentale se fracture, qui vont permettre la remontée de magma environ à 100 km jusqu'à 150 km. La plaque océanique se transforme, libère son eau, ce qui provoque la fusion partielle de roches du manteau. Le liquide moins dense va remonter, s'incruste dans les failles formées par le chevauchement et se regroupe dans ce qu'on appelle une chambre magmatique jusqu'à exploser et former un volcan. Donc ce schéma nous montre que l'hydratation permet la fusion. Les roches en fusion plus denses descendent. On a donc fusion partielle, remontée de gouttelettes de magma qui vont se diriger jusqu'à la chambre magmatique qui, elle, est dans la croûte continentale. Cet apport de matériaux nouveaux qui viennent du manteau et qui sont ajoutés à la croûte continentale s'appelle l'accrétion continentale. Mais on a aussi des roches qui ne vont pas entrer en éruption. En effet, 80% du magma cristallise en profondeur et donne de ce fait des roches magmatiques plutoniques que l'on va appeler des granitoïdes. Ces granitoïdes ont une composition voisine de celle du granit ou de la granodiorite qui est présentée ici, c'est-à-dire une importante quantité de silice, d'où la présence de minéraux de quartz, qui sont ces minéraux grisâtres que l'on dit également blanc sale et qui n'ont pas de contour très net, ils sont souvent arrondis, on en a un ici, un autre là, encore un ici ou ici, encore ici, là ou là, mais également des feldspaths de type plagioclase qui sont plus blanchâtres et qui ont des formes plus régulières. Alors c'est pas hyper régulier, mais c'est plus des contours plus parallèles les uns aux autres. Souvent un aspect de lamelle, on en a un autre ici, on en a un presque carré ici. Et puis des amphiboles, c'est l'amphibole hornblende qu'on a vu lors du métamorphisme. Elle peut se former dans différentes conditions. C'est ce qui est noir ici. Donc tout ça, c'est de l'amphibole. Au microscope, on retrouve bien sûr les mêmes minéraux. L'amphibole, caractéristique avec ses clivages, mais pas bien visible sur la photo. Du quartz, donc pas de contour net, qui peut varier du blanc au noir quand on tourne la platine. Et enfin des plagioclases, tout ce qui est gris, plus ou moins rayé.
Enfin, les apports de matériaux nouveaux, eh bien, on les voit ici dans deux zones de la marge active andine. On a ici le nord du Pérou, ici le sud du Pérou. Eh bien, on voit que la croûte initiale, représentée en rose, a été enrichie en matériaux nouveaux avec des batholithes, c'est-à-dire les roches qui ont cristallisé en profondeur, avec des roches éruptives et avec des roches sédimentaires, donc des roches éruptives comme les volcans andésitiques, et des roches sédimentaires qui ont été apportées et charriées lors de la subduction. On a des reliefs qui peuvent atteindre 6000 mètres d'altitude avec tous ces matériaux nouveaux apportés. On a ici la cordillère que l'on appelle blanche des Andes péruviennes. Pourquoi? Parce que les roches sont claires. Ce sont des affleurements de granodiorite qui sont mises à nu après érosion de plusieurs kilomètres de roches, puisque ce sont des roches qui se forment en profondeur, puisque plutoniques et donc grenues. La définition du terme affleurement que vous pouvez copier à partir du site. Et donc la notion, si une fraction des magmas arrive en surface, c'est le volcanisme, la plus grande partie cristallise en profondeur et donne des roches de structure grenue de type granitoïde. Un magma qui est d'origine mantélique aboutit ainsi à la création de nouveaux matériaux continentaux. Le manteau devient continent. Ce qui amène à un schéma bilan. On s'est basé sur des faits, des marqueurs minéralogiques d'hydratation, de déshydratation, les marqueurs métamorphiques, du magmatisme à lave visqueuse, des données géothermiques, solidus, sec, hydraté. À partir de cela, on peut construire un modèle, représenter la subduction en 3 dimensions. Je l'ai reprise en un petit peu plus grand ici. Ce schéma, vous devez être capable de le dessiner, donc pas de photocopie ou d'impression écran, ça ne sert à rien. Il faut que vous sachiez le dessiner vous-même. Et la noter, bien sûr. Ce qui termine donc ce chapitre. Pour le clore tout à fait, je n'ai pas pu me retenir de mettre un exercice de votre livre et les photographies de vacances que j'avais correspondantes. Le Krakatoa en Indonésie, qui est le premier volcan qu'on découvre sur l'île de Java. Puis le Bromo, la nuit, on assiste au lever de soleil sur le Bromo. Il faut se lever tôt. Puis on voit le fond qui contient un lac. Ces volcans sont surveillés. On peut également apprécier les sources d'eau chaude et les boues qui ont des vertus dermatologiques. Un Indonésien au passage. Ah, je suis allée trop vite. Le Kawaïdjen, qui est un énorme volcan où on recueille du soufre et malheureusement ces pauvres Indonésiens qui portent jusqu'à 70 kilos sur leurs 2 épaules et qui subissent les vapeurs soufrées du volcan à longueur de journée, des conditions de vie extrêmement difficiles. Voici qui termine le chapitre 4.